Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 31 mars 2026 et notre cher ami John Helmer est avec nous. Bon retour parmi nous, John. Merci de m'avoir invité, Nima. John, laissez-moi commencer par les dernières nouvelles. Comme vous l'avez mentionné avant de venir, et comme vous l'avez écrit dans le Wall Street Journal, il y a un nouvel article à propos de cette nouvelle initiative, ou peut-être d'un nouvel état d'esprit. Je ne sais pas si nous pouvons faire confiance à Donald Trump dans ce qu'il dit, mais comment voyez-vous la situation de la guerre entre l'Iran et les États-Unis? Il semble que la principale préoccupation de Donald Trump en ce moment soit le détroit d'Ormuz, ce qui n'était pas le cas avant le début de cette guerre. C'est tellement, en regardant l'ensemble de la situation de la guerre, cela montre vraiment la folie de ce que fait Donald Trump. Mais quelle est votre compréhension de ce qui se passe en ce moment? Eh bien, vous avez souligné le point essentiel, la folie de ce que fait Trump. C'est une question importante, une question psychopathologique, et j'inviterai notre public à faire de même. Allez sur rollcall.com et remontez simplement dans le temps. Regardez les tweets de Trump, regardez ses déclarations, et c'est essentiellement ce que vous obtenez. Tout d'abord, pour résumer, cet homme est en train de perdre pied. Il craque, parce qu'entre le 28 mars et aujourd'hui, et demain étant le 1er avril, il pourrait atteindre un certain sommet. Il change ce qu'il dit, et ne semble pas comprendre la différence entre ce qu'il dit le deuxième jour et ce qu'il a dit la veille. Ce que l'on peut aussi constater, c'est qu'il n'y a plus aucune discipline assurant une cohérence dans ce que Trump dit. Ainsi, d'un côté, vous avez une interview accordée au Financial Times. Alors, pourquoi le président des États-Unis s'adresse-t-il à un journal britannique appartenant à des Japonais, qui est en gros le quotidien économique de référence en Europe, plus influent en Europe que le Wall Street Journal ne l'est aux États-Unis? Pourquoi leur parle-t-il? Parce que c'est d'une certaine manière un message adressé à l'Europe, pas seulement aux Britanniques. C'est un message destiné aux marchés financiers, ainsi qu'au marché du pétrole et des matières premières, qui réagissent à la, appelons-la comme eux l'appellent, volatilité de Trump sur les marchés monétaires. Vous avez parlé de folie, d'un diagnostic psychopathologique. C'est la même chose. Maintenant, ce que Trump a dit dans l'entretien accordé au Financial Times, et je regarde mes notes pour citer, cet homme parle. Ma chose préférée, c'est de prendre le pétrole en Iran. Mais certaines personnes stupides aux États-Unis disent « Pourquoi fais-tu ça ?» Mais ce sont des gens stupides. Peut-être qu'on prend Carguy, peut-être qu'on ne le fait pas. Nous avons beaucoup d'options. Maintenant, on pourrait appeler ça une escalade. Le marché réagit immédiatement quand le FT publie l'information. Ils réagissent en faisant baisser les actions, en faisant monter le pétrole et les métaux. Ensuite, il parle du détroit, du problème d'Ormuz. Qu'est-ce qu'il dit? On lui a demandé si un accord de cessez-le-feu pouvait être conclu dans les prochains jours pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Trump a refusé de donner des détails. Je lis le texte du FT. 29 mars, l'entretien a été réalisé. Citation. Il nous reste environ 3000 cibles. Nous avons bombardé 13 000 cibles et encore quelques milliers à venir. Notez qu'il y a, dans une phrase, une différence entre 3000 et 2000. En d'autres termes, l'homme ne se souvient pas très bien de ce qu'il vient de dire. Il affirme qu'un accord pourrait être conclu assez rapidement. Et il a été précisé, dans le contexte, que le régime iranien, le nouveau régime pour le détroit d'Ormuz, est désormais en vigueur. Et voici comment il le décrit. Eux, c'est-à-dire l'Iran, nous ont donné 10, c'est-à-dire des pétroliers. Maintenant, ils en donnent 20, et les 20 ont déjà commencé à passer en plein milieu du détroit. Maintenant, pour répondre à votre question,
C'est l'homme qui décrit essentiellement ce qu'est le régime iranien. Concrètement, les 20 dont il parle sont le groupe de pétroliers négocié par le Pakistan, autorisé à sortir avec la permission de l'Iran pour un allié. Pas le gouvernement indien. Non, non, non. Et pourtant, Trump affirme que le vin est un cadeau qu'il a fait à l'Iran. C'est complètement à l'envers. Mais cela montre bien l'importance du Pakistan pour l'Iran, comme pour les États-Unis, en tant qu'intermédiaire dans ce type de négociation indirecte. En un sens, ce que Trump dit, c'est « je pourrais peut-être accepter le concept iranien d'un régime de contrôle pour Hormuz. Mais quoi qu'il en soit, en pratique, je suis prêt à déléguer ou à laisser au Pakistan, aux Européens et à tous les autres, y compris les Indiens, le soin de négocier. » Ainsi, l'ouverture du détroit d'Ormuz n'est plus quelque chose que Trump va imposer. C'est quelque chose que le Wall Street Journal a rapporté. Nous passons du 21 mars à aujourd'hui, le 31 mars. Le Wall Street Journal a reçu l'information selon laquelle, et je cite, le président Trump aurait dit à ses conseillers qu'il était prêt à mettre fin à la campagne militaire américaine contre l'Iran, même si le détroit d'Ormuz restait en grande partie fermé, selon des responsables de l'administration. En d'autres termes, des responsables de l'administration font désormais des fuites vers un journal des marchés financiers américains. Et c'est important. Ces gens s'expriment maintenant par la bouche de Trump à destination des marchés. Ils s'inquiètent des marchés. Trump perd, pour ainsi dire, le contrôle cognitif. Mais le message passe désormais par d'autres, vers le marché, via le Financial Times et le Wall Street Journal. Hormuz est écarté du dictat, pour ainsi dire, de négociation d'États-Unis. Maintenant, Trump dit, parce que ses partisans le disent, que nous pouvons, pour ainsi dire, frapper encore 2000, ou peut-être qu'il veut dire 200 cibles, puis nous plierons bagages et rentrerons chez nous. C'est à cela que ça commence à ressembler. Entre-temps, il a tenu une petite conférence de presse dans l'avion, je crois, sur le trajet entre Miami et Washington à bord d'Air Force One. Et puis, pour revenir à une réponse précise où il réagit à ta question, Nima, il dit dans l'avion, le 29 mars, après l'entretien avec le Financial Times, « Le camp iranien a-t-il fait des concessions? Pouvez-vous les identifier ?» demande le journaliste. Trump, « Ils sont d'accord avec nous sur le plan. Je veux dire, je cite ces mots exacts. Nous avons demandé 15 choses, et pour la plupart, nous allons en demander encore quelques autres. Et juste pour prouver qu'ils sont sérieux, ils nous ont donné tous ces bateaux. » Il parle de la sortie des pétroliers vers le Pakistan. Quand j'en ai parlé il y a environ 4 jours, un cadeau, j'ai dit qu'il m'avait offert un cadeau, mais je ne pensais pas être autorisé à dire ce que c'était. Ce que c'était 8 plus 2, 10 énormes cargaisons de pétrole. Et aujourd'hui, ils nous ont fait un autre cadeau. Ils nous ont donné 20 cargaisons de guerre. Et je ne fais que citer ce qu'il a dit. Cela commence à être expédié demain. Il a confondu pétrole et guerre. Mais nous avons de très bonnes réunions, à la fois directes et indirectes. Et je pense que nous obtenons beaucoup de points très importants. À présent, Trump ne s'adresse pas au marché. Il a convenu avec ses conseillers de retourner à l'avion pour parler à la presse américaine. Pourquoi? Parce que l'approbation publique aux États-Unis chute fortement pour Trump, principalement à cause de sa gestion de l'Iran et de l'inflation. En résumé, pour faire court, le détroit d'Ormuz ne semble plus être le point d'étranglement par lequel Trump pourrait s'en sortir. La question devient alors, quelles sont les autres conditions, ce qu'il appelait les 15, et ce qu'Ayatollah Moshtaba Khamenei appelait les 5 points? Ayatollah Moshtaba Khamenei called the 5 points. Yeah.
Oui, John, l'autre réalité de ce qui se passe dans cette guerre concerne les munitions et le système de défense aérienne d'Israël. Il semble qu'Israël soit sous une forte pression, non seulement de la part de l'Iran, mais aussi du Hezbollah. Quand Donald Trump a décidé, d'ailleurs, il demande à la Pologne d'envoyer ses missiles Patriot pour défendre Israël. Et la Pologne refuse. La Pologne refuse. Exactement, la Pologne refusait de les envoyer. Il semble qu'il soit littéralement à court de systèmes de défense aérienne, vous savez, d'intercepteurs. C'est pourquoi Donald Trump change d'attitude. Ce n'est pas parce qu'il est dans une position confortable pour entrer en guerre avec l'Iran. Les chiffres ne jouent tout simplement pas en sa faveur. C'est pour cela qu'il change d'état d'esprit. Est-ce bien le cas? Yes, it's the case, but let's add more to what's going on. Oui, c'est le cas. Mais ajoutons un peu plus à ce qui se passe. Cela devient un mélange catastrophique de facteurs qui jouent contre Trump, Netanyahou et leurs calculs selon lesquels il pourrait gagner une guerre éclair, impitoyable et décisive. J'ai du mal à me souvenir. Peut-être que certains de vos invités le peuvent. Je ne dirai pas qui est le membre le plus âgé de votre équipe. Charles Freeman est-il plus âgé que Ray McGovern ou que moi, ou peu importe. Disons-le ainsi. Je ne me souviens pas d'une erreur de calcul aussi stratégique que celle que les États-Unis ont commise dans cette guerre courte en particulier. Les calculs qui ont conduit à la guerre du Vietnam. Ceux qui ont nourri la confiance excessive de MacArthur en Corée. Ils ont mis du temps à se développer. MacArthur's overconfidence in Korea. They took time to evolve. They were very costly. We know. Elles ont été très coûteuses. Nous le savons. Nous savons aussi comment le conflit du Vietnam s'est terminé par une défaite pour les États-Unis et comment le conflit de Corée s'est achevé par une impasse, ce qui n'était pas une victoire. Je ne me souviens pas d'un président, de son équipe, de ses ministres et des chefs d'état-major interarmés imaginant et calculant qu'ils pourraient en 3, 5 ou 7 jours détruire la direction iranienne ainsi que la capacité du régime en matière de défense aérienne et d'attaque de représailles, missiles, drones et autres armes. Ils se sont totalement trompés dans leurs calculs. Laissons de côté les chiffres qu'ils affichent. Nous avons frappé 13 000 cibles. Nous venons de le citer. Exet poursuit sur ce sujet. Cooper au CENTCOM vous donne une mise à jour quotidienne, tout comme le général Kane au Pentagone. L'erreur de calcul est d'une ampleur stratégique considérable, puisqu'ils ont été pris par surprise. Même Trump admet avoir été surpris par cet échec. Les autres, eux, ne reconnaissent aucune faute. Ils ne reconnaissent pas que la supériorité israélienne a été, comme vous le dites, anéantie par l'effondrement de leur défense aérienne. Toutes les preuves montrent qu'ils ont commis une énorme erreur et qu'ils ne peuvent pas atteindre leurs objectifs de guerre. Et cela s'est produit en un laps de temps incroyablement court pour une guerre. Mettons cela sur la table. Mais quels sont les autres facteurs? Oui, vous avez raison. Il manque désespérément de la capacité de résister, de se défendre. Non plus d'attaquer, mais de se défendre. Et la Pologne dit non. La Corée du Sud a dit oui. Mais une fois que la Pologne dit « Nous avons besoin de ce matériel pour nous défendre », comme si le système Patriot avait fait ses preuves en matière de défense juste à côté, en Ukraine. Ce n'est pas le cas. Les gens suivront l'exemple polonais, pas celui de la Corée du Sud. Mais en tout cas, que se passe-t-il d'autre? Eh bien, comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, le taux d'approbation de Trump aux États-Unis a commencé à se détériorer de manière significative. Il y a eu 3 jours, à partir du début de la guerre, le 28 février, où il n'y a eu qu'une augmentation de 2 points de pourcentage. Très faible, selon les standards américains d'approbation en temps de guerre présidentielle. Mais cela évolue maintenant vers la désapprobation. Nous en sommes maintenant à... Eh bien, je regarde le résumé de Thug Strays del Politics sur Clear Politics.
Nous en sommes maintenant à un écart de 16 points de pourcentage entre la désapprobation négative et l'approbation positive. Quand nous avons commencé il y a quelques semaines, le 28 février, nous étions à 12 et 11. Nous sommes désormais bien au-delà de la marge d'erreur statistique. Donc si vous êtes un technicien conseillant le président des États-Unis, le chef de cabinet responsable de cela, vous diriez, bon sang, nous perdons dans les sondages. Nous perdons la prochaine élection. Le taux d'approbation du travail montre, les sondages spécifiques sur la guerre en Iran, et je tourne la page, que la désapprobation de l'action contre l'Iran est maintenant à moins 13%. Elle était autour de plus 3, moins 3 pendant les 3 premiers jours. Le peuple américain a donc perdu patience avec son dirigeant. Il a commencé à échouer à leurs yeux. Qu'est-ce qu'un politicien considère comme un échec? Pas seulement les résultats militaires, pas 13 000 cibles, pas l'affirmation que toute la marine, l'armée de l'air, l'armée et la capacité de production militaire de l'Iran ont été détruites. L'électeur américain ne pense pas que c'est ce qui s'est passé. Vrai ou faux, quoi que dise Trump, il est en train de chuter dans les sondages. Et l'approbation, la désapprobation concernant l'inflation, je regarde attentivement mon document, elle est maintenant à moins 30 points de pourcentage. En d'autres termes, la réalité ne se résume pas aux chiffres sur le champ de bataille que tu as décrit, Nima. Et c'est l'un des facteurs clés. L'autre facteur aux États-Unis, c'est la lassitude face à la guerre après moins de 4 semaines, ou environ 4 semaines. Lassitude de la guerre, défaite dans la guerre, en 4 semaines. C'est extraordinairement rapide. Et c'est pour cela que c'est cette combinaison, plus quelque chose de similaire à l'intérieur d'Israël. À la fois, les éléments techniques que Ted Postol montre dans votre émission et son analyse de l'incapacité de la défense aérienne. On peut le voir, on peut l'entendre, on peut le lire. La lassitude de la guerre, l'incapacité à mener 2 guerres en même temps, celle du Liban et celle de l'Iran. Et maintenant, ils font face à la guerre des Houthis venant du Sud. Donc, quand on additionne tout cela, l'arithmétique est désormais à la portée d'un adolescent de 14 ans, comme le président Trump. L'arithmétique est massivement négative. Il doit se retirer. Il doit le faire rapidement. Et il le fait en se donnant des airs violents, agressifs et prêts à faire le contraire. C'est ainsi qu'il agit. C'est ainsi que cet homme se retire. Oui, je pense que ce ne sont pas de bons signes pour Donald Trump. Quand on voit les gens au CEPAC, la foule réagir à la question de savoir s'ils veulent une destitution, la foule qui scande, qui réagit positivement, qui répond de cette manière au CEPAC, est-ce quelque chose d'important que Donald Trump devrait prendre en compte? Oui, je suis le correspondant en Russie. Je ne suis pas le correspondant au Texas et je ne suis pas un expert du Parti républicain. Je ne l'ai jamais été. Je viens de l'État du Massachusetts, qui n'est pas un État républicain. D'après ce que je lis, d'après ce que je comprends, je n'ai aucun parent dans cet État, ni dans ce courant politique. Que comprenons-nous? D'abord, il y a eu une rupture au sein de la soi-disant coalition MAGA. Nous avons vu certains partisans de MAGA aller dans l'autre sens. Je ne prends pas trop au sérieux une démission ici d'un partisan MAGA ou un discours d'un autre. Le problème de fond, ce sont les votes. Quand ces gens s'expriment ainsi, lors de la convention que vous venez de mentionner, ou sur les plateformes médiatiques américaines, ce qu'ils font, c'est appeler d'autres à voter comme eux. Et l'arithmétique s'additionne. Oui, mais elle ne s'additionne pas très vite. Il faut regarder le Parti républicain. Les votes en faveur de Trump restent assez solides. La part des électeurs indécis est en augmentation. Ce n'est pas un basculement soudain vers le Parti démocrate. Ce n'est pas ce qui se passe, autant que je puisse en juger.
Et d'autres, spécialistes de la politique partisane État par État aux États-Unis, pourront me corriger si je me trompe. Ce qui se passe, c'est une lente désillusion parmi les compagnons de route sérieux du camp républicain vis-à-vis de Trump. Des gens qui pensent à leur propre avenir, à leur emploi, à leur argent, à leurs perspectives politiques, à leur capacité à être élus. Ils ne considèrent plus le soutien de Trump comme aussi bénéfique qu'autrefois, et ils veulent en atténuer les aspects négatifs afin de pouvoir encore profiter des aspects positifs avant qu'il ne devienne un président en fin de mandat, si c'est bien ce qui se produit en novembre. John, ce n'est pas seulement la Pologne. Nous avons appris quelle avait été la réaction de l'Espagne et de l'Italie. L'Italie a dit « Vous ne pouvez pas utiliser nos bases ni nos moyens pour attaquer ». En gros, ce que les Européens font jusqu'à présent, c'est essayer de défendre l'Europe, d'aider les États-Unis sur le plan défensif. Mais sur le plan offensif, ils ont dit non aux États-Unis, car ils ne se sentent pas à l'aise avec l'attitude de Donald Trump. Et tu sais, même avec le Venezuela, je dirais que l'Europe n'était pas vraiment présente. Ils ont mis en garde l'administration Trump, mais après tout, lorsque Donald Trump a obtenu un certain résultat, les Européens ont décidé de ne pas s'opposer à lui, parce qu'il faisait au Venezuela quelque chose sur lequel l'Europe ne pouvait pas vraiment s'opposer aux États-Unis. Ils n'ont aucune influence au Venezuela. Mais lorsqu'il s'agit de l'Iran et d'une participation totale à une offensive, par exemple dans le détroit d'Ormuz, cela serait extrêmement important, aux conséquences durables pour l'Europe. C'est pourquoi ils ont décidé d'emprunter une voie différente de celle que nous avons observée ailleurs jusqu'à présent. Et cela ne va pas s'arrêter en Asie occidentale, car ils parlent de Cuba, ils ne se retirent pas d'Iran, ils mènent, à mon avis, une longue guerre avec l'Iran, et ils parlent de Cuba. Ce sont des questions majeures pour les Européens. Que veulent-ils être? Vont-ils devenir, vous savez? Même le parti d'extrême droite allemand AfD a demandé aux États-Unis de retirer leurs troupes d'Allemagne. Ce sont aussi des changements importants qui se produisent en Europe. Tu as raison, et chaque pays est différent. Je ne peux pas dire que j'ai la moindre confiance dans la première ministre d'Italie pour faire ce qu'elle dit vouloir faire. C'est pareil en réalité pour le premier ministre de Hongrie, pour le président de la France, pour le premier ministre d'Angleterre, et ainsi de suite. Je connais un peu mieux la Grèce, le Royaume-Uni et la France. Mais je pense que l'on peut dire que fondamentalement, ce sont des alliés stratégiques de l'Empire, des États-Unis, et qu'ils ne veulent pas faire partie d'un empire perdant. D'abord, ils ne veulent pas que Trump mène une guerre et la perde. Franchement, je ne pense pas qu'ils se soucient le moins du monde de Cuba. Je pense qu'ils sacrifieraient Cuba d'un simple coup de nez. Ils n'ont aucun intérêt dans l'extension par Trump de la doctrine Monroe, l'imposer au Venezuela ou à Cuba. La Russie, oui. La Chine, oui. Les Européens, non. D'un autre côté, ils ne veulent fondamentalement pas que Trump mène des guerres qu'il perdra, avant tout. C'est stratégique et précieux. Sur le champ de bataille ukrainien, et maintenant sur celui de l'Iran. Cela le deviendra si Trump intensifie les tensions avec la Chine. D'accord? Ensuite, chacun des États européens entretient sa propre relation particulière avec le pétrole iranien, ou le pétrole transitant par le détroit d'Ormuz, ou encore avec le pétrole, le gaz et d'autres relations financières, disons, avec les cheikhs, avec les monarchies arabes. Ils ne veulent donc pas qu'une guerre perdue nuise à leurs relations économiques, financières et d'approvisionnement particulières. D'autant plus qu'ils sont occupés à sanctionner l'approvisionnement en pétrole et en gaz russe. C'est assez évident. Ils ont donc leur propre intérêt bilatéral, pour ainsi dire, à négocier une sortie du détroit d'Ormuz, avec le moins de dégâts possible pour les champs pétrolifères saoudiens,
les champs pétrolifères koweïtiens, les champs gaziers qataris, et ainsi de suite. Chacun d'eux a un intérêt bilatéral, c'est-à-dire qu'ils doivent négocier de manière bilatérale, et ils ne veulent pas que Trump compromette la capacité de chacun à établir, pour ainsi dire, ses propres relations économiques avec chacun de ces pays. Et si le prix à payer pour cela est un accord avec l'Iran, ils veulent le payer le plus rapidement possible. J'essaie de résumer un groupe de personnes qui ne sont pas d'accord entre elles, qui se battent entre elles, qui sont faibles et en conflit avec leurs propres électeurs. Plutôt que de percevoir une tendance générale contre les États-Unis, elles sont désespérées à l'idée de s'assurer que Trump ne perde pas l'influence américaine dans les domaines où elles souhaitent exercer à la fois une influence bilatérale et multilatérale et en tirer profit. Elles ne veulent pas subir de pertes. C'est donc une manœuvre politique classique de la part de chacune d'entre elles. L'Italie, Meloni, est à peu près aussi active qu'il est possible de l'être en tant que partisane de Trump pour les besoins de l'OTAN. Elle n'a aucun problème avec l'utilisation de la base aérienne de Sigonella pour toutes sortes d'opérations de ciblage de renseignements menées depuis Sigonella et d'autres bases italiennes. Si notre public veut comprendre à quel point les Italiens sont profondément complices et coupables, il peut aller sur Italmilradar, italianmilitaryradar.com, et ils y trouveront des comptes rendus quotidiens de tout ce qui part d'Italie ou de Grèce ou encore des États-Unis, en Méditerranée, en mer Noire et dans cette région. On peut y voir la complicité, on peut y voir la culpabilité, on peut y voir l'alliance, une alliance opérationnelle active pour les États-Unis. Si l'on monte vers le nord, en Scandinavie, on observe le même niveau d'opération avec la Finlande, la Norvège, la Pologne, l'Allemagne et les États baltes, et ainsi de suite. Donc je ne les vois pas se détacher de l'Empire. Ce n'est pas ce qu'ils font. Ils essayent de sauver l'Empire et de se sauver eux-mêmes. Oui, John, ce que tu as appris de la Russie, la position de la Russie jusqu'à présent, est important, car nous savons que le partenariat entre l'Iran et la Russie, en raison de la guerre en Ukraine et de la guerre actuelle au Moyen-Orient, est en train de changer d'une certaine manière. La nature de cette relation évolue depuis assez longtemps. Et la façon dont la Russie perçoit le conflit aujourd'hui, à la fois en Ukraine et au Moyen-Orient, semble indiquer qu'ils parviennent à une sorte de compréhension dont Donald Trump est incapable, tu sais, d'atteindre un accord avec quelque partie que ce soit lorsqu'il s'agit de la Russie, de l'Iran ou même de la Chine. Voici ce qu'a dit Lavrov. Madame. Le président Trump a déclaré il y a quelque temps qu'il ne s'intéressait pas au droit international. Il a sa propre morale et sa propre conception du bien et du mal. Certains aspects de la vie internationale rappellent des temps très anciens, lorsque des dirigeants de certains pays étaient enlevés en plein jour. Des quartiers entiers étaient anéantis avec une cruauté biblique et des hôpitaux pour enfants étaient pris pour cible. Des centaines d'enfants mourant en un instant. Des centrales nucléaires sont bombardées alors qu'elles devraient être défendues et protégées par le droit international, tout comme d'autres installations. Et dans cette situation, il semble que personne, à part nous et nos alliés, ne se soucie du droit international. Oui, et je pense qu'il est tellement direct. Il a vraiment visé juste en ce qui concerne ta compréhension de la façon dont la Russie voit les choses. Mais... Eh bien, écoutez, vous avez choisi exactement le bon extrait à diffuser. Gardez à l'esprit qu'il lit un discours, d'accord? Donc, quand un ministre lit un discours, il a été préparé par son équipe. Et cette équipe y a glissé quelques tournures plutôt fines, intéressantes, voire drôles. Lorsqu'il a parlé de cruauté biblique,
Il ne faisait pas référence au Nouveau Testament, il parlait de l'Ancien Testament, des dispositions judaïques concernant l'extermination des Amalécites. C'est à cela qu'il fait allusion. C'est très subtil, mais c'est là. Ce n'est pas censé être drôle, c'est censé être sérieux et critique envers Israël. Mais ce n'est pas formulé tout à fait ainsi. Pas tout à fait. Ensuite, ce qu'il dit s'adresse aussi à la politique russe. Donc, lorsqu'il évoque l'incapacité des États-Unis à agir comme un négociateur sérieux, cohérent et honorable, c'est une attaque contre Blinken et Kushner. Honorable negotiator. It's an attack on Witkoff and Kushner. It's an attack on their role in camouflage. C'est une attaque contre leur rôle dans la dissimulation de leurs négociations, leur soi-disant bonne volonté, le plan d'attaque contre l'Iran en juin dernier et le plan d'attaque du 28 février. Et en termes politiques russes, dans la politique du Kremlin, Lavrov s'en prend à Kirill Dmitriev, qui est le représentant personnel du président Poutine, pour avoir négocié avec les États-Unis non seulement sur les relations économiques et d'investissement, mais sur toute une série de questions. Dmitriev continue de négocier avec ces Américains. Ce que Lavrov essaie de dire ici, dans le contexte politique russe, c'est « Croyez-moi, ne croyez pas Dmitriev ». Et ce message s'adresse à l'électeur clé en Russie, le président de la Fédération, Vladimir Poutine. Ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à ces négociateurs. You can't rely on those negotiators. Therefore, you can't listen and rely on those. Par conséquent, vous ne pouvez pas écouter ni faire confiance à ces Russes qui vous disent, et c'est Kirill Dmitriev, que l'objectif stratégique de la Russie en négociant la paix avec l'Ukraine est de négocier la paix avec le président Trump. Ainsi, si vous suivez, si notre public veut avoir un aperçu de la manière dont Dmitriev s'exprime, allez sur son compte Twitter. Vous y verrez un flot de publications chaque jour, plus d'une, plus de deux, plus de trois, parfois une demi-douzaine de tweets, dans lesquels il présente le président Trump comme le sauveur de la Russie, le président Trump comme le sauveur du bon sens dans le monde, le président Trump comme le défenseur de relations raisonnables avec le reste du monde, par opposition aux États baltes, à l'Union européenne, à Ursula von der Leyen, au Premier ministre britannique, et ainsi de suite. Ce que dit Dmitriev chaque jour est exactement ce à quoi Lavrov s'oppose. Maintenant, qu'a-t-il également dit dans la partie que tu as citée? Il a dit, et je regarde le texte ici, « Non, désolé, ce n'était pas le même discours. » La veille, il avait déclaré à la télévision française que leur priorité était de défendre le droit international et non pas tant de protéger l'Iran, qui est plus qu'un allié, un partenaire stratégique. Tu as fait un très bon point, Nima. Tel qu'on le comprend à Téhéran, la partie russe est en train de modifier son attitude envers l'Iran en observant le comportement d'Israël, des États-Unis et des monarchies arabes. Donc je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute, même si ce n'est pas un sujet de débat public, que le ministre des Affaires étrangères reflète un changement de sentiment. L'opinion est que les monarchies arabes se sont rendues complices de l'attaque, de la guerre. Elles ne le disent pas. En réalité, Lavrov va plus loin. Lors d'une réunion le 30 mars, le lendemain du discours que vous venez de mentionner, lorsqu'il a rencontré des représentants du CCG, le Conseil de coopération du Golfe, les monarchies arabes, ce qu'il a déclaré, et je cite car cela répond à votre question, « La Russie appelle à la fin de l'agression non provoquée et insensée des États-Unis et d'Israël contre l'Iran et souhaite un dénouement qui tienne compte des intérêts légitimes de tous les États de la région. » La Russie appelle à une cessation immédiate des hostilités qui provoquent des destructions et font souffrir les civils. Dans ce contexte, s'adressant aux monarchies arabes, Lavrov a déclaré que la Russie réaffirme son soutien indéfectible à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des monarchies arabes amies. Remarquez qu'il parle de monarchie
et non d'État, les relations avec celles-ci étant de nature stratégique. L'inacceptabilité d'impliquer ces pays dans une guerre et d'attaquer leurs infrastructures civiles, y compris les installations énergétiques, a été soulignée. Alors, que se passe-t-il ici? Qui en Russie, au ministère des Affaires étrangères, à l'état-major, au ministère de la Défense ou même au Kremlin, pense que les monarchies arabes ont été impliquées au sens passif dans cette guerre? Ce n'est manifestement pas le cas. Ils ont activement soutenu la guerre qu'ils pensaient, comme le pensait le gouvernement indien, être rapide, sale, mais décisive. Elle devait signifier une défaite de l'Iran. Ils l'ont cru et ont échoué. La contre-attaque de l'Iran contre ces monarchies arabes, pour les appeler comme elles sont, est le résultat de la stratégie de défense iranienne. Et la Russie participe à ce processus. Ainsi, Lavrov dit aux Arabes du Conseil de coopération du Golfe, « Nous voulons être vos amis. » Mais il ne fait aucun doute qu'être partenaire de ceux qui participent à une guerre contre ce que Lavrov a appelé notre allié stratégique n'est pas la manière d'être nos amis, ni celle de résoudre les problèmes de sécurité de la région. On a donc une combinaison étrange au sens de singulière. C'est contradictoire. Lavrov, d'un côté, veut dire aux Arabes, « Nous aussi, nous sommes favorables à un cessez-le-feu, mais le camp iranien ne l'est pas. » Il veut des solutions fondamentales qui s'attaquent aux causes profondes. Causes profondes signifie des garanties contre la reprise de la guerre, garanties qu'ils n'ont pas. L'Iran ne peut pas permettre aux monarchies arabes de revenir aux anciens plans d'attaque contre l'Iran en alliance avec Israël et les États-Unis. La Russie commence à comprendre cela, et ce sentiment se manifeste désormais de manière bien plus favorable à l'égard de l'Iran qu'avant cette guerre. Pourquoi? Parce que l'Iran a démontré sa capacité à gagner, par la défense et la contre-attaque. Les monarchies arabes, Israël et les États-Unis ont démontré leur capacité à perdre, et l'effet de leur défaite est mondial. En conséquence, comme nous le comprenons tous. Oui, John, en regardant simplement la situation en Ukraine, nous savons que tout l'agenda, tout l'objectif de l'armée russe, du président russe, du gouvernement russe, était d'éloigner les États-Unis du voisinage. Ils ne voulaient pas des États-Unis là-bas. En réalité, ils parlent de l'OTAN, mais l'OTAN, c'est les États-Unis qui installent leurs armes en Ukraine. Et quand il s'agit du Moyen-Orient, c'est la même chose. L'Iran ne veut pas des États-Unis dans le voisinage. Et nous avons appris des Chinois que Xi Jinping a invité le chef de l'opposition taïwanaise à se rendre en Chine pour discuter avec eux. Il semble qu'ils suivent la même voie, parler avec l'opposition, la rallier à la position de la Chine. Et voici ce que Lavrov a dit à propos de la situation générale en ce qui concerne la façon dont le monde est en train de changer. Nous sommes au cœur d'une reconfiguration de l'ordre mondial qui, espérons-le, conduira à la formation d'un monde multipolaire, stable et équitable. Mais pour l'instant, cette restructuration ressemble davantage à une série de bouleversements dans tous les domaines, et la lutte pour le pouvoir à travers le monde est acharnée. C'est ce qu'affirment les politologues en Russie et ailleurs. Political scientists in Russia and in the world point Souligner de une certaine chevalier de son prêt, pour the mondaine sort stimari stéréo, the twice that work, it is more complexe. situation. Oui, que pensez-vous de ce dont parle Lavrov? Et selon vous, quelle est la profondeur de ce changement? And how deep is this change happening in your opinion? I don't want to disappoint our audience. Je ne veux pas décevoir notre public, qui veut croire que cette guerre est la démonstration d'une coalition multipolaire de forces vainquant l'empire hégémonique. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que l'Inde a pris le parti d'Israël et des États-Unis dans cette guerre,
et parce que les monarchies arabes ont elles aussi discrètement pris le parti d'Israël et des États-Unis. Elles ont été vaincues. L'Inde, qui préside les BRICS cette année. Lavrov se rendra en Inde dans un mois, à la mi-mai, après les célébrations du 9 mai à Moscou, a perdu sa capacité à représenter sa longue tradition de non-alignement. Elle n'est plus neutre. C'est une erreur fondamentale, un changement fondamental introduit par le Premier ministre Modi et le ministre des Affaires étrangères, Jai Shankar. Prime Minister Modi and Foreign Minister Jaishankar introduced. And they are blocking. Et depuis le début de la guerre, le 28 février, il bloque toute condamnation collective de l'attaque israélo-américaine au sein des BRICS en tant que groupe. Ainsi, l'Inde a affaibli les BRICS en tant qu'entité collective. L'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, beaucoup plus fortement dominée par la Chine et la Russie, a, elle, publié une condamnation collective. L'Iran est membre des deux organisations. Mais l'Iran, malgré les terribles souffrances qu'il subit dans cette guerre, a démontré qu'un État relativement faible peut se défendre efficacement contre une coalition aussi puissante. Cela a sérieusement compromis une des voies de développement du monde multipolaire dont parle Lavrov, celui que la Russie et la Chine souhaitent promouvoir. Ainsi, de ce conflit émergent la Russie et la Chine comme les, disons, piliers superpuissants de l'opposition à l'Empire. Ce que nous voyons, c'est une performance décevante de la part des BRICS. Aucun doute là-dessus. Et pour ceux qui veulent dramatiser les choses à des fins de podcast, disons que les BRICS ont sombré cette fois-ci. Appelons donc cela le Sud global. Les États africains s'alignent désormais de plus en plus avec la Russie et la Chine, et non avec l'Inde, et se tournent vers la technologie des États faibles qui cherchent à se défendre contre les superpuissances. C'est la leçon iranienne qui est transmise ici. C'est une leçon complètement différente, avec la même technologie militaire, la guerre par drone par exemple, telle qu'elle est utilisée sur le champ de bataille ukrainien. Mais une nouvelle leçon pour le Sud global, et c'est une leçon venant de la Russie et de l'Iran, financée par la Chine. C'est une manière assez différente d'exprimer la théorie diplomatique ou de science politique dont Lavrov a parlé. Mais c'est différent et des choses très importantes ont changé de manière spectaculaire. Yeah. John, Oui, John, parce que tu as mentionné que Donald Trump, dès le début de ce podcast, tu as dit que Donald Trump, comme l'a rapporté Walter Jones, cherche une issue au conflit. Mais d'un autre côté, nous avons appris que les États arabes du Golfe Persique le forcent à maintenir le cap, à poursuivre la guerre. Il semble que Caroline Leavitt ait de nouveau été interrogée pour savoir s'il ferait payer ces États arabes pour financer la guerre contre l'Iran. these Arab states to pay for the war against Iran. And she said, yeah, Donald Trump is positive. Et elle a dit, oui, Donald Trump est sûr de lui, il va le faire. Vous savez, il ne s'agit pas seulement de payer pour ce que Trump essaie de faire, il s'agit de produire les moyens nécessaires. Comme nous en avons déjà parlé, les chiffres sont importants en ce moment. Dans quelle mesure le complexe militaro-industriel est-il capable de poursuivre cette guerre? Peu importe combien d'argent on a, et il ne semble pas que ces États arabes apprécient ou comprennent la réalité de la situation. C'est pourquoi c'est une énorme erreur de calcul de leur part. Eh bien, ils se sont lourdement trompés, exactement comme vous le dites. Et c'est l'avenir de la diplomatie irano-saoudienne, irano-émiratie et irano-qatari que tout d'abord d'obtenir des réparations arabes pour les dommages causés. Ce sont eux qui sont les plus capables de les payer, ayant le plus grand intérêt à long terme à réparer les dégâts en Iran afin d'assurer une paix stable avec ce pays. Et pour que les monarchies arabes bénéficient d'une plus grande sécurité intérieure, moins de risques de rébellion chiite, ce qui alimente évidemment l'inquiétude saoudienne, émiratie, qatari et ainsi de suite. Ainsi, la question financière fait partie de la demande iranienne de réparation à long terme,
qui constitue l'un des 5 points de Moshe Bachmann. Which is one of Moshe Bachmann's 5 points. There's no reparations issue. La question des réparations ne figure pas dans les 15 points de Trump, mais elle fait partie des 5 points iraniens. Il y a ensuite la levée des sanctions contre l'Iran, qui relancerait l'économie iranienne et ramènerait l'Iran comme fournisseur de pétrole. Ces 2 changements, réparation et allègement des sanctions pour l'Iran, entraîneraient, s'ils étaient mis en œuvre, un bouleversement spectaculaire dans les alignements des monarchies arabes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si nous nous dirigeons vers une situation où Trump accepterait le JCPOA, le plan d'action global commun avec l'Iran, qu'il avait auparavant rejeté comme un mauvais plan d'Obama, mais sans les dispositions de rétablissement automatique des sanctions, ni les autres éléments que l'Iran était trop faible pour négocier à l'époque. Alors, quelles seraient les implications politiques arabes d'une telle situation? What is the Arab politics of that situation? Well, it's got to be a new level of entente. Eh bien, il faut que ce soit un nouveau niveau d'entente, coopération, transfert d'argent entre la rive arabe du Golfe Persique et la rive iranienne du Golfe Persique, en échange d'une sécurité intérieure accrue, du type qui inquiète les monarchies arabes. Dans cette situation, y a-t-il une raison pour les États arabes d'accueillir à nouveau un renforcement ou une réparation des bases américaines que la partie iranienne a attaquées? Non. La position iranienne est la suivante. Pas de place. Et c'est là que commençait votre question, n'est-ce pas? Il n'y a pas de place pour que les États-Unis aient des bases en Arabie Saoudite, aux Émirats, au Qatar ou à Bahreïn. La manière dont ils sortiront de cette guerre reste à déterminer. Disons-le ainsi, ils ont évacué, ils ont subi des dommages. S'ils ne renvoient pas ces évacués vers ces bases, s'ils ne réparent pas les installations endommagées. En somme, si les États-Unis retirent leurs bases pour ne les maintenir que dans les seuls territoires du Moyen-Orient qui les accueilleraient, à savoir la Jordanie et Israël, alors la situation dans le Golfe Persique serait très différente. Cela nous rapprocherait beaucoup de ce que le plan Lavrov pour la sécurité mutuelle dans le Golfe Persique proposait il y a plusieurs années. Je pense, dites-moi, d'un point de vue iranien, pensez-vous que l'Iran, après cette guerre, serait plus en mesure de conclure des accords de sécurité avec les monarchies arabes sans les bases américaines? Serait-ce le cas, selon vous? Je pense qu'il est encore difficile d'avancer à cause des positions des Émirats arabes unis et de l'Iran, enfin, et de l'Arabie saoudite. Ces 2 acteurs sont tout simplement imprévisibles. Il n'y a, à mon avis, aucune logique dans la façon de penser de ces 2 pays. En ce qui concerne le Qatar, Oman et peut-être même Bahreïn ou le Koweït, je dirais qu'il pourrait se passer quelque chose au Koweït, c'est possible. Mais dans l'ensemble, je vois la situation se détériorer en Asie de l'Ouest entre l'Iran et ses États arabes. Peut-être qu'à long terme, quand les choses se calmeront et que la réalité deviendra plus claire, cela pourrait changer. Mais pour l'instant, il y a tellement d'incertitudes. Je ne sais vraiment pas ce qu'ils ont en tête. Car jusqu'à présent, si l'on essaie d'être logique, si l'on regarde les chiffres, cela ne tient tout simplement pas la route. Ils n'ont tiré aucun bénéfice de cette guerre, ni de ce qui s'est passé jusqu'à présent avec l'Iran, frappant toutes ces bases américaines dans leur pays. Ils paient pour ces bases depuis si longtemps, non seulement pour les bases, mais aussi pour les forces américaines. Pour tout, John. Quand on additionne tous les paiements qu'ils ont effectués au fil des années et qu'on regarde le résultat, ce que cela a fait à leur pays, c'est tout simplement incroyable pour moi. Que leur faut-il de plus pour comprendre que cette attitude ne leur sera d'aucune aide? Il est vraiment difficile de comprendre leur genre de, calcul, leur politique en matière de sécurité régionale dans son ensemble.
Parce qu'après tout, souvenez-vous de ce que l'Arabie saoudite essayait de faire. Il nous disait, à nous tous, nous voulons quelque chose comme l'Europe. Nous voulons être prospères dans cette région. Nous ne voulons pas de guerre. Alors, qui fait cela? Qui a commencé cette guerre? Ce n'était pas l'Iran. L'Iran négociait. S'il avait simplement suivi ce dont il parlait auparavant, le résultat serait clair. Les États-Unis et Israël rendent cette région instable, créent de nouveaux problèmes, de la dévastation dans la région, dans les infrastructures, dans les installations pétrolières. Rien ne s'améliore tant qu'ils continuent à commettre ce genre d'erreurs de calcul. Je le comprends. Et vous ne voyez pas, comme résultat d'une, disons, paix à moyen terme, pas d'un cessez-le-feu immédiat. Cela est exclu. Cela n'arrivera pas. Donc une paix à moyen terme. Dans ce type de situation, voyez-vous l'Arabie saoudite et les Émirats verser des réparations à l'Iran, et s'ils cessent de le faire, voyez-vous la perspective d'une amélioration réciproque de la sécurité, selon les principes du plan Lavrov. Reciprocal security along the lines of the Lavrov plan. Je ne vois pas ces deux pays disposés à payer quoi que ce soit à l'Iran. Rien, à mon avis. Mais l'Iran les contraindrait par le détroit d'Ormuz. Je pense que ce serait le plan. Les forcer d'une manière ou d'une autre à payer. Oui, c'est le plan. Je ne vois pas cela se produire, car les États-Unis ne vont rien payer. Ces États arabes, ils ne vont pas payer non plus. Et c'est le plan actuel concernant le détroit d'Ormuz. C'est pourquoi ils disent que le détroit d'Ormuz restera sous contrôle iranien. Peu importe qu'il s'agisse d'une guerre longue, courte ou intermédiaire, le détroit d'Ormuz restera sous contrôle iranien. D'accord. Oui. Ainsi, par extension, un système de péage iranien pour le détroit d'Ormuz comporterait des exemptions spéciales pour les pays pauvres, pour les pays amis qui sont pauvres. Le système de péage serait étendu, pensez-vous, en sens inverse, de sorte qu'on obtiendrait une sorte de système de réparation. Vous paieriez pour prospérer à l'avenir. Ils pourraient ajouter des frais, car ils ont déjà une liste de ce qui serait facturé dans le détroit d'Ormuz. Ils pourraient ajouter une ligne à propos de la guerre, les réparations que l'Iran doit verser pour tout réparer. Ils pourraient ajouter une nouvelle ligne pour facturer les pays qui ont participé à cette guerre. Oui, oui. C'est ainsi que je le comprends. Et, vraisemblablement, l'une des conditions serait de ne pas reconstruire ni réapprovisionner la base à Bahreïn, les bases en Arabie saoudite ou celles aux Émirats, n'est-ce pas? Oui, oui, je pense que oui, 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 oui et oui. Voyons ce qui va se passer. Nous vivons une époque intéressante, une époque tragique. Et malheureusement, ce que nous voyons, John, aujourd'hui, hier encore, ils ont visé une autre école en Iran et tué 20 enfants, ainsi que l'enseignant. C'est tellement horrible. C'est tragique ce qui se passe en ce moment. Mais voyons ce qui va se passer. La semaine prochaine, je suppose que nous verrons de nouveaux changements sur le champ de bataille, car Donald Trump est presque au bout de sa capacité à poursuivre cette guerre, tandis que l'Iran veut la continuer, à mon avis. As Iran wants to continue this war, in my opinion. I agree. I think we have to. Je suis d'accord. Je pense que nous devons faire preuve de patience. Nous devons, disons, mettre en garde contre ceux qui veulent voir des défilés de la victoire rapide ou des effondrements exagérés. Il n'y a pas de rapide. Non, il n'y a ni rapidité ni véritable défilé de la victoire. Il y a la patience. Et voyons d'ici la semaine prochaine comment notre patience sera récompensée ou déjouée par la surprise. Oui. Merci, John. Merci. Un grand plaisir comme toujours. À la semaine prochaine. À bientôt. See you.